Natalia et Naoué sont là? Est-ce que vous les présentez? Vous avez quelque chose à présenter? Ok, super, je vous passerai aussi juste après. Et c'est tout. Il y a d'autres personnes qui ne m'ont pas signalé. Donc on a deux présentations et puis après on enchaîne sur le cours. Mais ouais, mon frère, je serais taillé, frère. Pourquoi t'as pas taillé? Alors par contre, j'ai reçu la présentation de Bastien Yann, mais pas la vôtre. Donc, voilà, pourquoi t'as pas taillé? C'est rien, quoi. Ouais, c'est rien. Voilà, t'es resté pour rien, mon frère. Voilà, t'es resté pour rien. T'aurais pu tailler à 15h. Donc tu vois pourquoi t'es pas là? J'aurais joué parce qu'en match, je sais pas la point. Et ouais, toi t'es resté jusqu'à 16h et tout. Je vois, t'étais pas là. Et ouais, moi je serais taillé, moi. Moi je serais rentré à la casa, frère. À la casa. À la casa de Coquel. Ok, vous êtes prêts? 5 minutes. Go. Allez.
Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des remarques sur le fond, sur les idées? Est-ce que vous devriez leur proposer des choses ou...
C'est bon? C'est clair? Ok, merci. Donc, alors, c'est dommage, parce que c'est vraiment une très bonne question. Voilà. Et je pense que vous avez effectivement déjà bien renseigné. Vous ne mettez pas en valeur, voilà, vous pourriez, je sais que les écoutes orales est difficile, mais à mon avis, il faut éviter de trop lire et puis parler plus fort, de manière voilà, un peu plus motivante. Mais sinon, ça c'est pour la forme. Mais donc c'est une belle question. Après, vous n'avez pas vraiment votre. Enfin, finalement, vous avez passé beaucoup de temps sur l'explication du problème. Finalement, quelle est votre question de recherche? C'est comprendre pourquoi on ne fait rien. C'est ça? Et enfin, c'est une menace. Alors, c'est arrivé effectivement très très tard et après, derrière, vous ne la développez pas du tout. Donc, c'est vrai que moi, j'avais un peu demandé de faire soit d'y aller vos deux plans, ou en tout cas d'essayer d'enrichir la question en donnant d'essayer de comprendre déjà quelques dimensions qui pourraient être explorées. Voilà, en tout cas, dans votre travail futur, bien sûr, il faudra passer beaucoup de temps à expliquer les différentes dimensions de ces questions et puis à effectivement y répondre. Ça doit vraiment commencer par les 2-3 mots de motivation, d'accord? Mais vraiment, on commence par la question et on termine par une réponse à cette question. Mais j'ai eu peu d'effet, moi. Alors, vous avez mentionné juste vite fait la question à la fin, mais c'est juste qu'effectivement, vous avez parlé de l'enrichissement de la question, donc de réfléchir au mécanisme sous-jacent et à essayer de m'expliquer, bon, voilà, d'abord on va regarder ça, puis on va regarder ça, puis un essai de plan. Mais bon. Mais alors le sondage c'est vraiment intéressant. Donc par contre évidemment si vous voulez l'utiliser, c'est plutôt effectivement pour motiver la question. Il faudra effectivement expliquer un peu mieux qui étaient ces personnes et comment étaient posées les questions. Et c'est sûr que ces personnes, c'est pas vraiment faire grand-chose à faire grand-chose, mais ceci dit, c'est intéressant pour motiver la question et j'apprécie l'effort que vous avez essayé de faire. 58 48. Mais si c'est quelque chose que vous aimez bien faire, effectivement, pourquoi pas essayer de refaire un ou de continuer celui-là pour avoir plus de réponses. C'est quelque chose d'intéressant, mais il faut réfléchir effectivement aux questions qui sont intéressantes à poser. Mais je trouve ça intéressant et original et bravo pour ça. Bon, alors les sources, c'était plutôt, si vous avez des idées des sources pour le travail à venir, plutôt que ce que vous avez fait pour ça. Mais donc, moi, essayer de varier les sources et de réfléchir à la qualité des sources pour le gros travail à venir. Et oui, juste le graphique sur la production du plastique, il est resté longtemps, donc c'est un peu déconnecté par rapport à ce que vous étiez en train de raconter. C'est juste pour dire qu'on produit beaucoup de plastique, donc c'est d'accord. Après, j'ai l'impression que sur le graphique, donc on montrait un pic de production. Enfin bref, en gros, en général, quand on fait une présentation orale, ce qui doit être projeté doit vraiment être un support de ce qu'on raconte. Donc il faut éviter qu'il y ait une déconnexion entre ce qu'on raconte et ce qui est projeté. Parce que sinon, l'attention, essaie de comprendre ce qu'il y a sur le graphique et pas sur ce que vous dites. Donc vous perdez plutôt ou alors, donc, si vous mettez un graphique, alors il faut expliquer. Il faut expliquer ce qui ça présente. Bon, voilà, ça c'est un conseil. Donc la présentation orale, bon, il y a moyen d'améliorer. Mais sinon, c'est une belle question et très bien. Ok.
monde. Aujourd'hui, on va vous présenter le projet de cette année qui parle sur l'impact de la fonte des glaces sur le monde. Alors, le contexte, depuis le début des années 1980, la quantité des glaces diminue chaque année. En 2012, les chercheurs estiment un taux de diminution compris entre 3,5 et 4,5% pour chaque décennie. Alors ici on peut voir une image qui montre le Groenland, le pays au nord du plus au nord. Construit en 1992, et entre 2002, la glace a énormément fondu, dû au réchauffement climatique. En 50 ans, l'Antarctique a gagné, l'Antarctique qui est le sud, en 50 ans, l'Antarctique a gagné 3 degrés avec la fonte des glaces qui alarme les chercheurs sur le réchauffement climatique. Parce que beaucoup de personnes réchauffent la terre, et aussi dû au soleil qui devient beaucoup chaud chaque année. Du coup, on peut voir que Ah, mais le sens, ça va faire plus rester. Je t'ai pas dit rester, moi. Je t'ai détaillé, au contraire. Dans quelques années, la glace évoluera plus et l'eau évaporera. Il y aura une augmentation des niveaux. Et les îles et les villes qui sont pas que des continents seront submergés. Il y aura un plus gros taux de migration dans les pays du continent. Voici notre embauche de plan. Donc nous avons fait 3 parties pour notre projet. La partie 1, c'est du coup les phénomènes de cause de fonte des glaces. La deuxième partie, c'est l'effet de la fonte des glaces. La troisième, c'est les causes de la fonte des glaces. Du coup, notre motivation pour ce projet, c'est que ce projet nous intéresse et nous passionne. Ce projet est vraiment d'actualité. C'est un problème qui est récurrent et qui est surtout sur le long terme. Malheureusement, en 2021, on est tout touché par ce phénomène. Nous sommes touchés, mais parce que les personnes ne se rendent compte. Dans quelques années, les glaciers que nous voyons dans les pays froids vont tous fondre. Et cela va faire une augmentation énorme des eaux. Et comme j'ai dit précédemment, les îles, tout ce qui est îles et les villes sur les côtes seront submergées par les eaux. Il y aura aussi peut-être des pays qui seront plus touchés que d'autres, et puis ces pays au nord qui seront pratiquement rayés de la carte. Et c'est vraiment très grave ce qui se passe. La méthodologie qu'on a utilisée pour le projet, c'est que nous avons cherché et étudié plusieurs documents qui ont du coup amené à ce problème. Différentes sources, on a trouvé qui nous posent problème sur le présent, le passé, le présent et l'avenir. Ce sujet est vraiment d'actualité parce que beaucoup de chercheurs se posent la question sur comment on peut faire pour ralentir la fonte des glaces, parce que dans 50 ans ça pourrait être catastrophique pour notre planète, tout comme avec le réchauffement climatique et tout ça. Et donc du coup, pour ce projet, nous avons eu plusieurs sources qui sont du coup Le Monde, Arte Rega, c'est du coup grâce à la télé ou même sur YouTube, Nat Geo France, EcoBND et bien sûr la chaîne qui en parlait pas mal sur plusieurs fois, c'est National Geographic. Climatique de la planète entière, et c'est ce réchauffement climatique qui cause la fonte des glaces. Et la fonte des glaces, les glaciers en ont vraiment beaucoup. Ça peut poser beaucoup de problèmes dans la vie de tous les jours. C'est la problématique,
passer sous le monde. Est-ce que vous pouvez revenir au plan, proposition de plan. Donc les phénomènes qui causent les problèmes, j'imagine que c'est les causes. Je ne comprends pas la différence entre point 1 et point 3. Le point 1, c'est aussi pour les causes, c'est ça? Ouais, plus particulièrement sur les phénomènes, genre le changement climatique et tout, et les causes, c'est plus sur le plus de ce que les humains ont, avec l'avancée technologique qui trouve des causes évidemment pour la fonte des glaces. Oui, donc dans les causes, il y a des causes qui sont Humaines et naturelles. La plupart sont humaines, mais effectivement, après, il y a des boucles de rétroaction naturelle, etc. Et donc, à mon avis, c'est au sein des causes. Après, il y a différentes causes que vous pouvez éviter, mais on parle bien des causes. Après, il y a les conséquences, point 2. Et puis, peut-être qu'après, il y aurait un point 3 qui serait des solutions ou des possibilités d'adaptation. Enfin, voilà. Il y avait une question? C'est entendu, non? Donc, oui, donc attention à ça. Après, donc c'est effectivement une question intéressante. Donc c'est assez clair que c'est un état du réchauffement climatique, donc il n'y a pas trop de doute là-dessus. Donc au niveau des causes, je ne sais pas si vous voulez aller sur un peu une hiérarchie des causes et qu'est-ce qui peut se passer en cas effectivement effectivement les boucles de rétroaction, donc si le période du sol point, etc. Mais parce que sinon c'est assez clair. Alors vous pourriez simplement montrer. D'ailleurs dans les sources, pour le travail, il faut vraiment que vous ayez des sources scientifiques. Le rapport du GIEC. Il y a eu un rapport du GIEC, pas le dernier, celui juste avant, c'était vraiment sur les gaz. Qui vous montrerait l'évolution effectivement de la concentration en CO2, réchauffement des températures et fond des glaces. Il y a une corrélation très forte qui est évidente. Après, effectivement, distinguer les glaces immergées et les glaces émergées, parce que les glaces immergées n'ont pas d'impact sur le niveau des eaux. Je vous conseillerais peut-être de donner des. Il y a déjà quand même beaucoup d'études sur l'élévation du niveau des eaux dans plein d'endroits. Ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que ce n'est pas du tout un problème qui concerne que le sud, par exemple. Si vous prenez la Floride, les prix d'immobilier ont déjà commencé à chuter. Il y a des pans entiers des États-Unis et d'autres pays développés qui seront effectivement envoyés à la carte. Donc ça pourrait être intéressant d'effectivement regarder des impacts concrets qui existent déjà et des possibilités d'adaptation. Le dernier point, ça pourrait être effectivement alors par exemple, on pourrait prendre l'exemple de la Floride, ils sont beaucoup dans la construction de digues, mais à un moment, ça va rétrécir. Alors, effectivement, quels sont les scénarios à court terme, à moyen terme, à long terme? Et vous avez avec que l'article antarctique. Vous pouvez juste vous limiter à ça. Après, vous pourriez aussi vouloir parler effectivement des glaciers européens, qui sont aussi un énorme problème, et qui disparaissent encore beaucoup plus rapidement que les glaciers arctiques antarctiques. Parce qu'ils sont moins profonds. En fait, le réchauffement de la température il est plus rapide au pôle, mais dans les montagnes aussi par rapport au continent. Donc dans les Alpes, l'augmentation de la température est plus rapide que et donc, comme vous le savez, les montagnes sont vraiment des réserves nos réserves d'eau potable. À Marseille, on ne boit que l'eau des lacs, de l'Ambiance. Et donc, cette eau, elle vient essentiellement des glaciers. Oui, mais donc qu'est-ce qui se passe effectivement quand ces glaciers n'existent plus? Qu'est-ce qui se passe pour l'économie de la montagne, qui est basée à partie sur le ski, mais pas que, d'accord, mais il y a aussi beaucoup d'enjeux à ce niveau-là.
c'est votre choix, vous n'êtes pas forcément, si vous êtes plutôt intéressé par les aspects un peu plus par défaut, le dirigeant toute la vie, mais on peut leur des pistes. Mais voilà. Mais en tout cas, sur ce thème-là, je m'attends vraiment à avoir quand même vraiment des choses très scientifiques sur les projections. Et je vous dis que ça, les infos, c'est pour le billet, après il y en a d'autres. Ok, merci. Bon, et donc maintenant, vous avez tous une idée claire de votre question et il s'agit d'avancer rapidement sur le projet. Ah bon? Et on n'a pas mangé. Donc, l'initiative, c'est pas que une relation et le droit des enfants. Le travail des enfants est un seul obstacle à leur réputation et à l'éducation pour devenir encore soldats ouvriers agricoles et leurs déchets victimes de prostitution. Et parmi les 150 millions d'enfants travailleurs dans le monde, il y a 73 millions Africains sont soumis au temps de travail du plus jeune. Et si on devait poser une problématique, c'est pourquoi les enfants sont forcés à travailler. Toutes les tâches exécutées par les enfants ne doivent pas être considérées comme du travail des enfants, qui doit être éliminé. La participation des enfants adultes ou adolescents à des travaux qui n'affectent pas leur santé ou leur liberté personnelle et qui n'interfèrent pas avec la scolarité est généralement considéré comme positif. Cela comprend des activités comme aider leurs parents à la maison, aider dans une entreprise familiale, ou gagner de l'argent poche en dehors de la classe et pendant les vacances scolaires. Ce type d'activité contribue au développement des enfants et bien-être de leur famille. Ils leur fournissent des compétences et l'expérience et les aident à se préparer à devenir des membres productifs de la société lors de leur vie adulte. Le terme travail des enfants est souvent défini comme un travail qui prive les enfants de leur enfance, de leur potentiel et de leur dignité, qui nuit à leur développement physique et mental. Alors, quel est le lien avec l'environnement?
travail était sur le thème général de la transition écologique, du développement durable. Donc, il me faut un lien avec l'environnement au sens large, transition écologique, développement durable. Alors, c'est possible d'en trouver le travail sur le travail, mais il faut le mettre en lien de qu'est-ce que ce travail est devenu plus important à cause des problèmes environnementaux. Mais il faut m'expliquer pourquoi. Donc moi, j'ai demandé un travail sur le thème du développement durable. Okay, donc, vous devez redéfinir votre question. Le développement est un problème majeur, ok, mais moi je veux que ce soit, si vous traitez ce thème-là, il faut que ce soit en lien avec le transition écologique et l'environnement. Okay, donc c'est possible de trouver des liens. Donc soit vous le mettez dans cette perspective-là, soit vous changez de thème. Ok, donc ça c'est mon commentaire majeur. Je ne sais pas vous donner des masses de retour. Alors, je ne sais pas ce que vous avez lu, si c'était vous qui l'aviez écrit ou pas vous, mais alors, sur la présentation, évidemment, si en plus vous n'êtes pas super à l'aise à l'oral et en français, ce serait vraiment plus facile, je pense, d'avoir un support pour vous. Là, c'était difficile de vous suivre parce que voilà, vous lisez un texte écrit. Mais le plus important, c'est vraiment de bien définir votre question de recherche. Et là, c'est pas dans le thème, et en plus, vous ne m'avez pas expliqué qu'est-ce que vous vouliez faire exactement, quel était votre plan, quelle dimension vous vouliez travailler. C'est un peu. Merci de passer, c'est bien, mais il faut travailler sur la question. Et le travail, le rapport final doit vraiment obligatoirement avoir un lien, d'accord, avec le. Merci. Voilà, donc comme je disais, donc, effectivement, profiter des semaines qui arrivent pour avancer là-dessus, sachant que le travail, on doit étudier les consignes avec les séances pour le site, mais je pense que de mémoire, c'est le 10. Bien sûr, à la fin de la séance, vous aurez l'occasion éventuellement de me poser la question des questions que vous voulez. Mais donc aujourd'hui, on va parler de la recherche documentaire, justement, qui peut aussi nous aider pour ce travail-là et en général. Ok. Alors, donc, la recherche documentaire, ben, en gros, c'est évidemment on va essayer d'aborder l'ensemble des étapes et des techniques qui permettent de chercher des documents et de les trier, de les analyser et de les utiliser pour répondre à des questions de recherche. Et ce n'est pas forcément complètement évident. Pourquoi? Mais la première raison, c'est qu'on est actuellement dans un contexte on a trop d'informations, ne serait-ce que si on prend que les informations numérisées sur Internet. Et donc, c'est très important d'avoir
une stratégie un peu d'être organisé dans notre travail, d'accord, pour ne pas perdre du temps, parce qu'on peut très rapidement effectivement, passer des heures et des heures à taper sur Internet pour finalement trouver des choses de mauvaise qualité. Donc c'est très important avant de se lancer dans une recherche, par exemple sur Internet, de faire un travail de préparation, et puis ensuite il y aura un travail de tri, d'analyse de la qualité des informations, de garder une trace de nos recherches, etc., pour être le plus efficace possible. Donc c'est vraiment l'idée d'essayer d'être le plus efficace possible, étant donné que sinon on risque de passer à côté d'informations importantes qui peuvent être cachées dans l'abondance d'informations non pertinentes. Okay. Alors, on va essayer de développer 5 étapes. Donc, il y a la phase de préparation de la recherche, comme je disais, avant de se lancer. Ensuite, on va réfléchir aux sources d'informations. Effectivement, Google et Internet n'est pas la seule source. Essayer de passer à la recherche, de localiser les documents. Lorsqu'on aura fait cette recherche, on devra impérativement passer par l'étape de l'évaluation de la qualité. D'accord ? Toutes les sources ne se valent pas, loin de là. C'est vraiment important avant d'utiliser la source qu'on a trouvée pour notre travail, et bien de passer par un screening, et ensuite de vérifier éventuellement si on ne peut pas mettre en place ce qu'on appelle une veille documentaire, c'est-à-dire d'actualiser nos sources. Par exemple, est-ce qu'il y a source, si on a trouvé un site intéressant, voilà, est-ce que ça vaut la peine d'y retourner pour voir s'il y a des nouvelles informations, si on nous dit qu'il y a un nouveau rapport qui va sortir, cet objectif d'actualisation. Alors, voilà, première chose, évidemment, c'est de bien savoir quel est notre objectif, pourquoi est-ce qu'on recherche de l'information. Ça va évidemment changer quelle source on doit consulter. Okay. Et donc ici, si vous faites par exemple un reportage sur Arte ou sur YouTube, comme certains ont cité, mais c'est bien pour votre information personnelle. Probablement dans le cadre d'un travail scientifique, ce sont des sources qui peuvent éventuellement vous alerter sur certains thèmes et vous donner à connaître des études qui ont été réalisées, mais l'idée c'est d'aller ensuite consulter les études de base, pas les émissions de grand public qui ont été produites sur base de ces rapports. Donc, en fonction de la nature du travail à produire, bien sûr, il faut être plus ou moins sélectif et sélectionner certaines sources plutôt que d'autres. Bien savoir quel est le niveau attendu de l'information. Est-ce que c'est de l'information de base, okay. S'il y a une définition, comprendre la base du thème. Dans ce cas-là, c'est quelques ouvrages de référence, un dictionnaire, un Wikipédia, qui pourront donner des informations. Si vous voulez des choses plus pointues, plus développées, vous devrez aller vers des sources effectivement plus pointues. Que ce soit des articles scientifiques, des rapports d'institutions, etc. Quelle est la nature de l'information recherchée? Donc, est-ce que c'est des données statistiques? Est-ce que c'est des graphiques? Est-ce que c'est des analyses scientifiques? Est-ce que c'est des rapports de vulgarisation, etc. Et enfin, quel est le degré d'actualité? Donc, est-ce que c'est important que l'information soit vraiment la plus à jour possible? Ou est-ce que si vous parlez par exemple, si vous travaillez sur des thèmes historiques, ou si vous travaillez sur un thème un peu général, vous n'êtes pas obligé de prendre. Le critère, c'est pas la chose la plus récente. Okay. Donc, il faut réfléchir peut-être des premiers résultats qui arrivent et d'appliquer d'autres critères. Pour certains thèmes, au contraire, et en partie sur des thèmes d'environnement que je vous demande de travailler, bien, ce sera important d'avoir là pour le coup des données à jour, au moins sur les diagnostics de dérèglement climatique par exemple. Alors, donc, préparer sa recherche, on va essayer comme c'est un peu ce que je vous avais encouragé à faire avec
du travail autour de la question de recherche ici, c'était vraiment de questionner le sujet dans toutes ces dimensions. Donc, vous faites vraiment, je vous encourage à, si vous l'avez déjà fait pour la question de recherche, ok, très bien. Mais de toute façon, ceci est général, hein, c'est pas uniquement pour ce travail-ci, mais c'est vraiment, de nouveau, avant de vous lancer dans une recherche, par exemple, sur Internet, et de juste passer d'une page à l'autre en vous perdant et en perdant beaucoup de temps, avant tout, essayez de d'abord réfléchir théoriquement, dans votre cerveau, sur la question. Quelles sont les dimensions de cette question? Qu'est-ce qui est relié à quoi? Qu'est-ce qui serait intéressant d'aller vérifier? Et donc, faites un espèce de brainstorming, un peu comme on avait fait, des cartes mentales, peu importe, pour essayer de commencer à déterminer plusieurs thèmes à aller chercher, dans quel ordre, de voir que par exemple sur un thème on peut avoir plusieurs synonymes, on peut avoir plusieurs manières de nommer quand vous faites une recherche sur un moteur de recherche. Ça va être important d'utiliser ces différents termes. D'accord? On peut parler de réchauffement climatique, on peut parler de dérèglement climatique, on peut parler de changement climatique, on peut parler de ça. Donc, au final de cette étape, idéalement, ça doit déboucher effectivement sur une liste de thèmes sur lesquels vous voulez aller chercher de l'information. Sur chaque thème, de définir quel type d'information. Est-ce que vous voulez plutôt des données, plutôt des définitions, plutôt des données scientifiques, et de définir des mots-clés qui vous permettront d'aller interroger les sources documentaires, et par exemple un moteur de recherche. Alors, le choix du sujet, ça c'est fait pour vous, pour ce thème-ci, mais donc de manière générale, il y a vraiment, avant bien sûr de se lancer dans une recherche, il faut être sûr que le thème est pertinent, d'accord, correspond bien à ce que vous avez demandé, et idéalement correspond aussi, effectivement, si vous avez en tout cas le choix du thème particulier, idéalement que ça corresponde aussi à votre centre d'intérêt. Ça sera beaucoup plus agréable et beaucoup plus facile. Ce que je vous avais demandé pour ce travail de question de recherche, c'était aussi de faire effectivement un premier essai de documentation, très rapide, pour commencer à clarifier et appréhender le thème. Et donc c'est important, encore dans cette étape, cette première étape, de vraiment commencer à vraiment chercher à bien comprendre le thème et bien comprendre si effectivement vous êtes dans le thème, si c'est pertinent, si ça vous intéresse, et parce qu'à ce stade-là, vous pouvez encore changer. Okay? Et donc c'est, comment on fait ça, c'est en commençant à regarder, mais sans passer beaucoup de temps, à regarder quelques premières sources, et des sources plutôt générales. D'accord? C'est pas à cette étape-là qu'on va regarder effectivement un rapport du GIEC. Okay? On va regarder éventuellement son résumé réalisé par, là pour le coup, par éventuellement un article de presse par exemple. Alors, pour ce qui est de bien cerner le sujet et de le questionner un peu dans toutes les formes et de... Alors, de nouveau, il y a beaucoup de gens qui regardent leur téléphone, qui font des mots croisés, j'en sais rien. Vraiment, vous pouvez quitter, il n'y a pas de problème. J'ai pas de problème. Mais par contre, je ne comprends pas très bien pourquoi vous êtes là. Vous vous rappelez du coup d'opportunité, le premier cours, je vais expliquer. Si vous avez des choses plus importantes à faire, parfait. Ça ne sert à rien, ça ne sert pas à vous, ça ne sert pas à moi que vous soyez là. Donc, cerner le sujet. Alors, une méthode mémotechnique qui est facile à retenir et que vous pouvez utiliser, qui est très facile, c'est d'essayer d'utiliser la méthode de 3Q au CP, AQQ au CP. Qui, quoi, quand, où, comment, pourquoi. D'accord? En gros, donc c'est une méthode facile à retenir, mais effectivement, c'est pour vous pousser à réfléchir effectivement à ce thème dans toutes ses dimensions. Et donc en particulier, quels sont les acteurs? Quelles sont les personnes impliquées? Okay? Quand on parle de fond du continent des plastiques, okay. De qui on parle? Alors, il y a les personnes qui en souffrent, il y a les personnes qui produisent du plastique, il
essayent d'enlever le plastique, il y a des personnes qui... D'accord? Donc il y a une série d'acteurs à différents endroits de la chaîne caudale, et c'est intéressant de les lister. Et puis après, on verra si on veut répondre à toutes. D'accord? Garder le point de vue de toutes ces personnes. Mais c'est important d'abord, dans cette première phase, d'ouvrir. Et puis après, on va refermer. D'accord? Mais dans un premier temps, on va essayer d'imaginer et de réfléchir à tous les angles de cette question. Okay? Et donc, un premier angle, c'est de regarder tous les acteurs concernés. Deuxième question, c'est donc le quoi. Donc, c'est donc lister plein d'aspects, de dimensions du problème. Okay? Et pour, là encore, après, dans un deuxième temps, refermer, recibler les thèmes qui m'intéressent plus. Okay? Mais dans un premier temps, c'est important de lister toutes les dimensions autour de cette question. Okay? Donc, les plastiques, il y a l'aspect de la consommation des plastiques, de des composants qui sont dans le plastique, d'accord? Recyclable, est-ce que c'est compostable, compostable? Il y a la composante des impacts sur la faune marine, il y a les composantes d'un trait, d'accord? Il y a toute une série de dimensions qui peuvent ou non m'intéresser, mais c'est intéressant de au moins les lister, de voir celles qui sont reliées et celles qui pourraient être combinées de manière logique dans un travail qui aurait un point de départ et un point d'arrivée. Alors quand, le troisième plus c'est la période, donc est-ce que je vais regarder ce qui s'est passé au cours du siècle dernier, du dernier millénaire, des dernières 5 dernières années? Est-ce qu'au contraire, je vais essayer de parler des projections pour le futur? D'accord? Donc, et ça va être important, là encore, de cibler la période qui vous intéresse pour chercher des documents qui répondent à cette période. Et on verra par exemple que dans les moteurs de recherche, vous pouvez demander de rechercher uniquement dans une période donnée. D'accord? Donc, ça va être intéressant de bien savoir quelles sont les années qui vous intéressent. Ensuite, vous avez le où. Est-ce que c'est un sujet qui est global? Alors, beaucoup de vos suggestions, effectivement, par nature globaux. Ce n'est pas toujours le cas. Et s'ils sont globaux, mais du coup, est-ce que je décide de me concentrer sur quelques endroits? Okay? Ou est-ce que je regarde uniquement la chose de manière macro, okay? En regardant vraiment les chiffres au niveau mondial, mais du coup, je pourrais aller moins dans les détails? Ou est-ce que je veux m'intéresser à effectivement des conséquences un peu plus locales? On a parlé du développement rural, et ben, effectivement, si je ne veux pas parler du développement rural au niveau mondial, il y a des conséquences réellement trop différentes. D'accord? Donc, on peut effectivement réfléchir à est-ce qu'on veut cibler nos zones? Et pareil, là, on pourra aussi interroger du coup les sources. On pourra imposer aux sources de regarder uniquement dans une zone géographique. Okay? La zone géographique, bien sûr, influencera aussi sur quelle est la langue qu'on va utiliser pour interroger les bases de données. D'accord? Est-ce que c'est français, est-ce que c'est anglais, est-ce que c'est espagnol? Ensuite, comment? Donc, c'est la question des approches. D'accord? Comment on va s'y prendre? Et de nouveau, est-ce que c'est une approche historique? Est-ce que c'est une approche économique? Est-ce que c'est une approche juridique? Est-ce que c'est avec vos moyens de données? Est-ce que c'est... voilà. Et enfin, pourquoi? Donc, quelle est c'est la motivation sur laquelle je vous ai beaucoup demandé de travailler et qui devra certainement encore être présente dans le travail final, dans le résultat final. C'est vraiment très très important toujours dans tout ce que vous faites, que ce soit dans votre travail, quand vous serez employé, quand vous serez dans le monde du travail ou dans le monde de l'académie. C'est extrêmement important de toujours garder en tête en anglais on parle de big picture, de la grande question à laquelle vous voulez répondre, et d'expliquer en quoi ce que vous êtes en train de faire là, oui c'est intéressant, et oui on devrait tous au minimum le lecteur devrait vous accorder son attention, au moins pendant la demi-heure ou l'heure qu'il prend pour lire votre rapport. Okay, donc c'est important de vraiment dans le contexte, au sein de contexte global, de dire en quoi votre travail nous permet de mieux comprendre un aspect, éventuellement de compléter d'autres travaux, etc. Okay, donc c'est vraiment important de justifier votre travail. Okay. Alors, donc ça c'est un tableau pour récapituler ça, vous l'aurez dans
slide avec les questions possibles et pour vous permettre de encore mieux comprendre cette technique. Mais donc n'hésitez pas à utiliser aussi d'aller interroger les premières sources pour vous répondre à ces questions, mais aussi de mobiliser vos connaissances, okay, de réaliser ces fameux brainstorming où vous mettez sur papier plein de choses, idéalement en essayant de les organiser de manière logique, déjà, d'accord, d'aller trouver par thème des choses qui sont liées entre elles, et donc là on peut utiliser la technique des cartes mentales par exemple, etc. Cartes mentales, je vous avais déjà présenté. Okay. Alors notez que juste donc la carte mentale, on peut l'utiliser dans un deuxième temps. Vous pouvez d'abord faire un brainstorming, lister plein de choses, ok? Et dans un deuxième temps, pour organiser toutes ces idées, utiliser une carte mentale. Donc par exemple, la carte mentale, je vous rappelle, c'est vraiment cette idée que c'est cet outil qui nous permet de visualiser les relations entre les différents éléments qui nous intéressent, et en plaçant au centre notre question, d'accord? Et puis, en se déplaçant vers l'extérieur, eh bien, en mettant les ramifications, les différentes dimensions, et en incluant les liens et en faisant ressortir le maximum de sens en utilisant ce que vous voulez. D'accord? C'est vos conventions. Vous pouvez utiliser la forme des flèches, les couleurs, peu importe. Mais l'idée, c'est vraiment de maximum de structurer votre pensée en mettant en lien des informations pour faire ressortir le sens. Okay? Et croyez-moi, si vous faites l'exercice, vous verrez que ça vous aide ensuite à rédiger un travail qui est bien articulé. Okay? Et dans lequel vous ne noyez pas, vous voyez vraiment les relations entre les différentes sections. Et le début, la fin, pourquoi vous êtes en train d'écrire ça. Ah oui, c'est parce que c'était lié à ce point précédent. Et donc, etc. Si vous rédigez de manière linéaire, à tous les coups, vous allez vous perdre et oublier ce que vous êtes en train de faire. Ok? Voilà. Là, vous pouvez la faire de manière très simple à la main, okay, avec des post-it sur une affiche, à l'ordinateur, si vous préférez, il y a plein de logiciels, etc. Mais donc, l'idée, c'est vous placez votre question de recherche au centre, vous inscrivez toutes les idées principales autour, celles-ci forment des branches, vous inscrivez des mots-clés, des courtes de phrases comme elles vous viennent à l'esprit, et puis vous essayez de dédoubler les branches ou de les retrouver, de faire qu'elles se relient entre elles. Et donc, par exemple, c'est vous avoir plein d'exemples ici, où ça peut même être des choses, effectivement, ça c'est l'extrait d'un étudiant qui cherchait, en médecine, qui cherchait à se souvenir d'un chapitre de son cours, d'accord, sur le sang. Et c'est effectivement aussi une manière qui peut vous permettre de mieux étudier. Si vous êtes un petit peu visuel, c'est vraiment des choses qui peuvent aider. Vous voyez que là, il y a même un petit aspect un peu artistique. Donc là, chez vous, d'accord, c'est vraiment, vous pouvez faire des belles calligraphies, faire des belles flèches, etc. Là, vous voyez qu'il y a un code couleur, il y a des flèches différentes, etc. Ensuite, donc, on va formuler le sujet. Donc là, de nouveau, pour ce travail-ci, normalement, il est déjà fait pour la plupart. Mais donc, il faudra, c'est ce que j'appelais la question de recherche, d'accord, donc, une phrase courte qui met en relation plusieurs variables, okay, et idéalement qui se termine par un point d'interrogation, ou en tout cas qui laisse. Donc c'est quelque chose sur lequel on n'a pas la réponse. Et c'est cette chose à laquelle vous allez chercher d'apporter une réponse grâce au cours de ce travail. Okay, mais donc ça doit être vraiment clair. Okay, il y a pour pas mal de groupes, j'ai dit je ne comprends pas très bien la question de recherche. Il faut vraiment, pour que le lecteur soit intéressé et comprenne ce qu'il est en train de lire, il faut vraiment vous justifier voilà, ce que vous faites, ce à quoi vous tentez de répondre, et qu'au final, on puisse vérifier si oui ou non vous avez répondu à cette question. Cette phrase courte ou cette question de recherche, ben vous allez devoir, pour faire de la recherche documentaire, vous allez devoir le traduire en mots-clés, d'accord, qui vous serviront à interroger les bases de données. Et par exemple, réfléchir à effectivement, est-ce qu'il y a des termes associés, est-ce qu'il y a des synonymes, quelle est la traduction en anglais, d'accord, ce qu'on va très fortement à ne pas, surtout
vous êtes des étudiants en langue, d'accord, ne pas interroger que des sources francophones, okay, surtout sur des thèmes scientifiques. Il y a énormément de productions évidemment en langue anglaise et puis même dans d'autres langues. Mais c'est vrai que sur le plan scientifique, c'est vraiment la langue anglaise qui est la plus, qui est vraiment la langue de communication principale. Donc je vous encourage vraiment à traduire ces mots-clés en anglais et à interroger les bases de données dans les deux langues, de nouveau en fonction du thème. Si vous êtes intéressé par le développement durable des communes françaises, ok, c'est logique d'utiliser la langue française. Mais sur le continent du plastique, désolé, les gars, je vous prends tout le temps parce que vous êtes les plus récents, mais ça vaut pour tout le monde. C'est clairement, sur ces thèmes globaux, mais évidemment, ça vaut la peine de regarder ce qui s'écrit là-dessus en anglais. Et notamment le rapport du GIEC, alors il est traduit en français, donc ça vous avez du bol, mais donc dans un deuxième, donc il y a cette phase vraiment d'ouverture, d'accord, où on a essayé vraiment de définir notre sujet en ouvrant au maximum, et puis il y a une deuxième phase où il faudra un peu réajuster. Donc si on a vu trop ambitieux, si on a vu trop large, il faudra un petit peu le resserrer en sélectionnant certains thèmes, en en laissant de côté d'autres. Ce qui serait intéressant, c'est de bien expliquer dans votre conclusion, par exemple, ou dans votre introduction, que vous avez délibérément laissé de côté ces aspects-là, qui sont intéressants, et pour une prochaine recherche éventuellement. Okay, donc de reconnaître les limites de ce que vous avez fait, mais je préfère nettement que vous n'abordiez pas tout, okay, mais que vous l'abordiez mieux, et que vous fassiez quelque chose vraiment d'intéressant qui apporte vraiment un éclairage nouveau ou intéressant, plutôt que d'essayer de parler de tout, mais de manière vraiment absolument superficielle. Okay, donc, si c'est trop vaste, eh bien, on risque d'être perdu dans la surabondance de documentation et de rester superficiel. Donc, dans ce cas-là, vraiment essayer de resserrer, soit en sélectionnant un sous-ensemble des thèmes que vous avez évoqués, soit en restreignant le cadre temporel, en regardant moins d'années, soit en limitant le cadre géographique. Avec ce qui est écrit là, c'est parti. Et donc ce choix ne sera pas sanctionné s'il est argumenté. Par contre, effectivement, si je lis un truc, il y a vraiment l'éléphant dans la porcelaine, le truc, évidemment tout le monde s'attendait que vous parliez de ça, de ce thème-là, vous n'en parlez pas du tout. C'est dans vos présentations, là, il y a certains groupes, j'ai dit, ben, c'est bizarre que vous ne parliez pas de ça. Okay, et donc, c'est tout à fait ok que vous ne parliez pas de ça, mais il faut expliquer pourquoi. D'accord. Et c'est un thème intéressant, mais qui est un peu moins en lien avec les autres thèmes. On a décidé de se concentrer, pour les raisons de temps, sur ces aspects-là, qui sont de première importance. Donc, la manière de sélectionner, ça peut être un petit peu selon vos centres d'intérêt, mais aussi beaucoup quand même en fonction, par exemple, de l'importance relative des facteurs. Si vous décidez de ne pas parler du truc vraiment principal, le lecteur risque quand même d'être un peu frustré, d'accord. Donc, essayez de ne pas vous concentrer sur le petit truc tout à fait secondaire et dire désolé, j'ai pas le temps de traiter le truc. D'accord. Essayez d'un peu avoir aussi de un esprit critique dans votre sélection de thèmes. Si au contraire, vous avez l'impression que vous êtes renfermé dans quelque chose de trop précis, d'accord, et vos premières recherches donnent en fait pas beaucoup de trucs, eh bien peut-être il faudra, alors peut-être c'est possible, d'accord, mais ça vous demanderait de rentrer vraiment uniquement dans les deux articles scientifiques super pointus, etc. Et donc c'est pas trop le but de ce travail-ci, par exemple. Donc ça risque d'être difficile à traiter, à repérer la présentation, etc. Donc dans ce cas-là, vous pouvez replacer le sujet dans un contexte un peu plus large, d'accord, soit au niveau géographique, soit de nouveau essayer de travailler sur cette association d'idées, d'accord. Et donc, autour de ce thème-là, mais il y a aussi, en fait, il y a cette autre dimension qui est liée, dont je pourrais parler, d'accord, ça me permettrait d'avoir quelque chose d'un peu plus riche, un peu plus vaste. Donc, par exemple, réfléchissez à ce qu'il faut en amont, d'accord, qui explique un facteur explicatif de votre thème, ou même
programme éventuellement en aval, mais donc essayer d'aborder d'autres thèmes, d'autres aspects. Je pense que ce n'est pas tellement un problème qui se posera pour cette part ici, parce que de nouveau, je pense que plutôt vous aurez besoin d'être précis et concentré sur un thème. Mais de manière générale, ça arrive qu'effectivement, dans certains cas, vous pourrez rencontrer le problème de vous ne trouvez pas suffisamment d'informations, et donc dans ce cas-là, il faudra un peu élargir. Alors, les sources d'informations, alors je vous rappelle quand même qu'il y a beaucoup de sources différentes, il n'y a pas que Google, et il y a notamment une mine de données qui est le site de la BU, que vous pouvez consulter en ligne, mais évidemment, il y a beaucoup de ressources qui ne se trouvent pas sur Google. Pourquoi? Comme on vous a expliqué, je pense, sur le catalogue de la BU, il y a déjà tous les livres, les ouvrages papier qui se trouvent dans les rayonnages, que vous pouvez en fait aller consulter. Il y a plein d'abonnements à des revues payantes. Donc si vous faites une recherche sur Google, vous ne les trouverez pas. Par contre, via le moteur de la BU, donc on a plein d'abonnements qui nous coûtent très cher chaque année, qui sont pour vous. Et donc vraiment, allez consulter des articles spécialisés, ou même des articles de presse. Vous savez, ou pas, mais je vous dis, vous avez accès à tous les articles de presse du monde d'ailleurs, alors certainement en France et dans tous les journaux principaux des États-Unis, de l'Angleterre, etc. Il y a la base de données Europress que vous pouvez accéder via le site de la BU. Vous l'avez vu ça dans le TP, ça Europress, on en a parlé. Alors, donc si vous savez, si vous allez sur Google, vous avez un article du Monde, vous cliquez dessus et vous allez avoir 5 lignes et on va dire cet article est réservé aux abonnés. Pas de bol. Mais vous avez accès à l'objectif de l'article, rappelez-vous. Mais vous devez passer par, donc, vous allez sur le site de la BU, il y a un onglet qui dit toutes les ressources, et vous allez là-dessus, vous allez sur la ressource Europress, et puis vous avez un moteur de recherche, vous tapez le titre de l'article, et vous avez, et de nouveau, il y a aussi des journaux européens, américains, anglais. Donc, il y a des portails spécialisés, je vais en mentionner quelques-uns, mais donc pour, si vous voulez des articles, par exemple, en économie, ou en sciences, sur la biologie, pour le changement climatique, il y a des moteurs de recherche particuliers qu'on peut utiliser. Ok. Donc voilà, donc ça c'est catalogue de la bibliothèque, ok. Alors, sur les ressources du web, d'accord. Donc moi je vous encourage vraiment à passer du temps sur le moteur de recherche de la BU. Après, bien sûr qu'il y a énormément de choses aussi accessibles en ligne. Certains d'ailleurs peuvent être obtenus gratuitement. Si vous repérez un truc, par exemple un article scientifique typiquement, en faisant une recherche en ligne, et vous voyez qu'il y a un accès payant, essayez toujours après de retourner sur le site de la BU et de taper le nom d'article, et il y a beaucoup de probabilités que vous aurez accès. Par exemple, donc il y a des moteurs de recherche spécifiques. Donc il y a une série de choses. Dans un premier temps, vous pouvez faire une recherche sur Google, ou un autre moteur de recherche. Mais après, si vous voulez aller un peu plus loin, et c'est nécessaire dans un deuxième temps, eh bien, il faudra aller interroger des moteurs de recherche plus spécialisés. Google, c'est un moteur de recherche générique, et il y a beaucoup de choses qui ne s'y trouvent pas, ou en tout cas qui sont noyées dans trop d'autres informations. Donc, vous avez par exemple, alors, la version scientifique de Google, qui s'appelle Google Scholar, ça je pense qu'on vous en a parlé. Ça, c'est vraiment très très utile. Ça reste Google, d'accord? Donc, ça veut dire que c'est exactement la même interface, etc. Simplement, vous tapez Google Scholar, et ça vous donne comme les résultats que vous obtenez, c'est que des productions scientifiques, mais au sens très large, d'accord? Y compris des bouquins. Donc ça ne veut pas dire que tout ce qui est écrit est vrai, ok? Mais au moins vous n'avez pas, les réseaux sociaux, les blogs, les journaux, d'accord? C'est que les trucs qui ont été écrits par des scientifiques. Et vous avez d'autres bases de données, par exemple Cirrus, c'est pour tous les articles scientifiques, de recherche scientifique.
Gestor également. Gestor, il y a beaucoup de ressources humaines en économie. Mais ce que je voulais vous dire, et Reflex, par exemple, c'est que de l'économie. Mais donc, s'il y a un accès payant, eh bien, par exemple, Gestor, tout ce qui est sur Gestor est accessible via la BU. Okay, donc, tout le monde se réflexe de, si vous trouvez un article scientifique ou de presse qui n'est pas accessible sur le web, eh bien, connectez-vous sur le site de la BU et puis c'est possible que vous aurez effectivement un accès. Pas forcément toujours, mais alors, vous avez aussi accès à certaines thèses. Okay. S'il y a une thèse qui a été écrite sur votre sujet, ça vaut peut-être la peine de le regarder. Web of Science, c'est vraiment des moteurs de recherche, mais uniquement sur des trucs, sur des articles scientifiques. Ça vaut la peine. Légifrance, c'est la base de données pour les textes juridiques en France, du coup. Si vous voulez les textes juridiques au niveau international, c'est un autre site. Mais ça vaut la peine, par exemple, de regarder quelle est la législation française sur la limitation du plastique ou sur. Je vois bien. PubMed, ça c'est très intéressant si vous avez des questions médicales. Donc, pas forcément pour ce travail-ci, encore que ceux qui travaillent sur l'alimentation ou sur autre chose. Mais si vous avez par exemple des questions sur est-ce que l'arnica est bon pour la fatigue, okay, eh bien, vous pouvez aller interroger ce moteur de recherche et ça vous donnera accès à tous les articles qui ont été publiés sur le thème et des articles qui ont donc été validés par des pairs, donc qui sont vraiment des articles. Ah oui, je voulais quand même vous mentionner aussi les bulles de Google. Alors, vous savez ce que c'est les bulles de Google? C'est le fait que donc Google, ça je pense que vous savez, donc en fait utilise ce qu'on appelle des bulles ou des filtres, c'est-à-dire que Google adapte les résultats à vos préférences, à votre profil. Okay. La meilleure preuve de ça, c'est que si vous faites une recherche sur votre ordinateur ou sur l'ordinateur d'un collègue, vous n'aurez pas les mêmes réponses. Okay. Ou en navigation privée, vous savez que vous pouvez utiliser la navigation privée, pour justement éviter d'avoir ces bulles, vous n'aurez pas les mêmes réponses. Et donc les bulles, elles sont liées à effectivement ces fameux cookies, etc., qui déposent pour avoir une mémoire de ce que vous avez cherché déjà. Et donc, c'est juste pour vous dire que, quand même, méfiez-vous. Quand c'est des thèmes très généraux, peut-être que ça ne posera pas forcément de problème, mais quand même, méfiez-vous. Si vous voulez avoir accès à une information scientifique neutre, faites attention que ce n'est pas forcément les premiers résultats qui seront les plus pertinents, parce que si vous avez avant cherché des articles complotistes, okay, ben, ça risque de biaiser vos résultats. Donc ça vaut la peine d'aller plus loin, de vérifier bien les sources, de peut-être utiliser une navigation privée ou d'utiliser des moteurs plus spécialisés, des moteurs de recherche plus spécialisés. Okay. Ou d'utiliser l'ordinateur de votre petite sœur. Normalement, parce qu'elle aussi, elle aura regardé des choses. Bref. Alors, comme on a c'est assez léger, est-ce qu'on peut continuer et on arrête 10 minutes avant? Ça vous va? Vous voulez quoi? Il est déjà 7h20, donc on voit. On continue? Ok. Alors, on passe à l'étape recherche. Ok? Parfait? Donc en gros, pour la recherche, eh bien, on va devoir travailler avec des mots-clés. D'accord? Alors, je voulais juste ici vous montrer que. Alors, je vous montrerai quelques techniques que peut-être vous ne connaissez pas. Peut-être, je ne sais pas, vous me direz si vous avez travaillé ça. Mais des manières d'interroger, par exemple, Google, qui sont plus efficaces que simplement. Il faut faire attention à comment on tape les choses, les mots-clés, etc. Et donc, une chose qui peut être intéressante, c'est de préparer la recherche que l'on va faire sur, par exemple, Google ou un autre moteur de recherche, en utilisant un formulaire, celui-ci par exemple, où vous avez plusieurs concepts qui doivent être faits, soit ensemble, soit pas ensemble. On verra comment on peut exclure certains concepts, comment on peut forcer Google de rechercher l'un ou l'autre, l'un et l'autre,
etc. Donc, ça vaut la peine de l'avoir voilà, en français, en anglais, et ensuite de garder, en gros, ce que je vous conseille, c'est de garder quand même une trace de comment vous allez chercher, à quelle date vous allez chercher, de qu'est-ce que vous avez tapé dans Google, et de ce que vous avez obtenu comme résultat. Okay, parce que, de un, si vous voulez, ça vous arrivera très souvent que vous avez lu un truc, et vous n'avez pas gardé de traces, et vous voulez le retrouver, vous ne le retrouverez jamais. Okay, de nouveau, sur abondance d'informations, c'est très difficile de s'y retrouver dans le web. Donc plus vous êtes organisé, plus vous gardez des traces, plus ce sera facile d'aller réinterroger ou retrouver des informations et de comprendre aussi comment varier la recherche. Par exemple, si vous observez que vous avez toujours interrogé uniquement la même source, vous avez toujours tapé les mêmes mots-clés, vous n'avez jamais essayé avec le synonyme, d'accord, ça vaut la peine d'en prendre conscience pour pouvoir justement approfondir la définition. Alors, sur Internet, donc effectivement, il y a des millions de trucs, ok. Si vous tapez réchauffement climatique, vous aurez 654 000 résultats, okay, sur Google. Donc, en gros, l'important, ça va être d'être le plus efficace possible dans notre requête pour que les résultats qui nous intéressent, les réponses qui nous intéressent soient les plus hautes possibles, d'accord, qu'on les voit le plus rapidement. Parce qu'évidemment, on ne va pas aller consulter les 654 000 résultats. Okay, donc personne, je ne sais pas qui va déjà à la deuxième page de résultats, c'est déjà rare probablement, et n'en parlons pas de la troisième. Or, vous avez chaque fois 10 000 pages de résultats. Donc, l'important, c'est vraiment d'être super efficace pour que l'information pertinente remonte le plus haut possible. Ok. Alors, comment on peut faire ça? Alors, différentes manières. Mais en gros, on va essayer d'utiliser la logique et en particulier ce qu'on appelle les opérateurs booléens. Ils sont très simples, en fait, c'est la logique des ensembles. Okay, ça, on en a parlé au TP ou pas? Oui? Oui? Non? Donc, c'est en gros dans la logique des ensembles, vous avez trois opérateurs principaux, des opérateurs d'exclusion, des opérateurs d'union et des opérateurs d'intersection. Okay, ça, vous avez tous vu avec votre primaire. Donc en gros, exclusion c'est A mais pas B, d'accord, donc c'est ça. Et tout ce qui est dans A mais pas dans B. Okay. L'intersection c'est forcément ce qui est dans A et dans B. Et l'union c'est ce qui est dans A ou dans B. Et vous voyez qu'évidemment les ensembles sont très différents. Et on peut demander à Google de chercher chacune de ces trois choses. Et vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Alors, si vous tapez deux mots dans Google, tout simplement, si vous mettez réchauffement climatique, est-ce que vous savez si c'est exclusion, intersection ou union qui va chercher? Donc vous avez deux ensembles, ah oui, vous avez deux mots, vous avez l'ensemble réchauffement et l'ensemble climatique. Okay, vous avez deux mots, vous avez deux ensembles. Est-ce que, quand vous tapez réchauffement climatique dans Google, est-ce que Google vous donne l'intersection entre réchauffement et climatique, vous donne l'union, d'accord, donc tout ce qui correspond à réchauffement plus tout ce qui correspond à climatique, ou vous donne uniquement un des deux. Et alors, par défaut, si vous ne stipulez rien, si vous marquez réchauffement climatique, ce sera l'intersection. Okay, donc ce sera le et, l'indicateur et. Ce qui est logique en vrai. Si vous voulez chercher des informations sur réchauffement climatique, effectivement, vous ne voulez pas qu'il vous parle de réchauffement de la maison. Des appareils de réchauffement. Parce que donc l'ensemble, la bulle réchauffement, là, ça correspond à tout ce qui parle de réchauffement. Donc réchauffement, y compris réchauffement du lait pour le bébé. Okay, donc ça, l'ensemble réchauffement, ça prend tout ce qui est réchauffement. Okay, donc, dans ce cas-là, si vous faites une recherche sur le réchauffement climatique, vous ne voulez pas justement l'union. Vous allez noyer dans plein de résultats. Vous allez avoir tout ce qui parle de réchauffement, plus tout ce qui parle de climatique. D'accord? C'est pas ça que vous voulez. Vous voulez l'intersection, justement. Ce qui parle de réchauffement et de climatique dans le même document. Donc, l'intersection,
c'est ceux qui parlent des deux, enfin des trois, si vous en mettez trois concepts dans les mêmes documents. D'accord? Mais par contre, dans certains cas, vous pouvez préférer l'union. Dans certains cas, on va en parler. Mais donc c'est assez logique que l'opérateur par défaut de Google, donc quand vous ne lui dites rien, c'est l'intersection. Parce que Google estime que ce que vous cherchez, en fait, c'est l'intersection entre les 2, 3, 4 concepts que vous êtes en train de décrire. Okay? Et c'est important de le savoir parce que parfois, justement, du coup, la conséquence de ça, c'est que si vous rajoutez un terme, qu'est-ce qui se passe en termes de nombre de résultats? Si vous mettez un troisième terme, ça va réduire. D'accord? Tout le monde est d'accord? Tout le monde voit bien ça? Puisque on vous demandait une intersection entre non pas 2 mais 3 ensemble, donc ça va être plus petit. Okay? Et donc, et si vous en mettez 4, et ainsi de suite. D'accord? Donc il faut être conscient de ça pour que ce que vous demandez à Google, c'est assez exigeant. C'est une intersection entre tous ces concepts. Donc, il ne faut pas non plus, effectivement, mettre 6, 7, 8 concepts, d'accord? Vous allez finir avec quelque chose vraiment de très particulier, de très petit. Okay? Donc, c'est beaucoup mieux d'avoir une recherche basée sur 3 mots-clés bien choisis, d'accord? On va vous faire une belle intersection, bien définie, et puis de faire une autre recherche dans un deuxième temps, en mettant 3 autres mots-clés. D'accord? Par contre, à l'inverse, c'est pas bon de faire une recherche avec un seul mot. Et un seul mot, évidemment, vous allez le noyer. Okay? Donc, la logique, c'est plus vous rajoutez des mots, plus vous allez réduire les résultats, mais plus vous allez pouvoir passer à côté de certains éléments. D'où l'intérêt de jouer avec ces différents opérateurs, et vous allez voir qu'on peut les combiner aussi entre eux. Donc, en gros, l'intersection, alors vous pouvez aussi forcer l'écrire, mais ça ne sert à rien parce que c'est implicite dans Google, et si vous voulez l'écrire, c'est AND, et en anglais. Okay? L'union, là vous êtes obligé, si vous voulez que Google le fasse, c'est tout à fait possible, mais vous devez l'écrire, vous devez le dire, et comme on fait, c'est en écrivant OR, OR ou en anglais. Donc si vous mettez réchauffement OR climatique, vous pouvez faire l'essai, d'accord, à la maison, vous allez obtenir beaucoup plus de résultats, et vous allez obtenir des résultats qui parlent de réchauffement climatique. Vous allez aussi avoir l'intersection, mais vous allez aussi avoir des choses qui parlent que de réchauffement et des choses qui parlent que de climatique. Et l'exclusion, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà utilisé ça, mais vous pouvez demander à Google d'enlever un ensemble, d'enlever certains éléments. Et c'est souvent très utile si, par exemple, vous voulez réchauffement climatique, mais pas concernant la montée des eaux, par exemple. Ou d'accord, il y a un aspect sur lequel vous avez déjà des informations, donc vous n'avez plus d'informations. Bien, vous pouvez demander à Google de le retirer. Comment on fait? C'est en mettant le signe moins, si moins, et le mot que vous voulez retirer, collé au moins. Donc, si vous faites réchauffement climatique moins mer, vous n'aurez, dans tous les résultats, il n'y aura jamais le mot mer dans le document. D'accord? Donc, il faut l'utiliser à bon escient, mais parfois c'est utile. Ça permet de réduire le nombre de résultats. Si vous voulez rechercher des informations sur les allergies, mais pas les allergies alimentaires, parce que ça, quand même, il y en a marre, quoi. Tout le monde en parle. Donc, vous faites allergie moins alimentaire. Okay? Et vous aurez toutes les autres allergies. C'est quand même pas mal. Ça permet d'évidemment de plus précis. Okay? Donc, c'est 3 indicateurs que l'on va pouvoir combiner. Alors, en plus, il y a encore d'autres petits trucs pratiques. On peut utiliser ce qu'on appelle la concature. Alors, c'est point d'interrogation ou dollar pour remplacer un caractère. Par exemple, vous êtes plus sûr de comment on écrit quelque chose. Alors, parfois, Google, comme il est de plus en plus intelligent, parfois il va vous corriger de lui-même. Okay? Mais il n'est pas parfait, donc parfois vous pouvez effectivement utiliser un joker. Et typiquement pour des mots pour lesquels le sens est très différent en fonction il y a quelques mots comme ça. D'accord? En français, on voit aussi. Vous changez une lettre et en fait le sens devient différent. Woman, women, etc. Eh bien, vous pouvez utiliser un point d'interrogation. Le signe
signe $, ça demande à Google de compléter votre mot avec toutes les possibilités de fin de mot. D'accord? Si vous mettez géo, il va faire une recherche sur géographie, géométrie, géologie. C'est pas une bonne idée, hein? Mais c'est un exemple. D'accord? Mais par contre, parfois, ça peut être intéressant. Donc, posez-vous la question de. C'est typiquement quand vous n'avez pas suffisamment de résultats et que vous pensez bien qu'il y a d'autres termes autour de ces. Par exemple, si vous voulez réfléchir à la géothermie, eh bien, vous pouvez utiliser, vous pouvez lui demander il y a d'autres termes qui commencent par géotherme, voilà, ça permet d'élargir la recherche. Une chose très utile que moi j'utilise personnellement souvent, c'est les guillemets. Alors, à quoi ça sert les guillemets? Ça demande, donc rappelez-vous, si vous mettez 2 mots dans Google va ou 3 mots, va chercher l'intersection, mais sans tenir compte de l'ordre particulier entre ces mots. Okay? Donc, par exemple, il peut y avoir réchauffement sur la première ligne, climatique à la fin du article, d'accord? Pas forcément dans l'exemple là, mais dans certains cas, allergie, vous pouvez avoir allergie, et puis on parle des aliments dans la fin, etc. Les guillemets, ça le force à rechercher l'expression telle que vous la mentionnez, telle que vous l'écrivez. Okay? Donc dans l'ordre des mots tel que vous le mentionnez. Et ça vous permet aussi de lui demander, par exemple, de tenir compte des déterminants, par exemple, parce que sinon vous savez que Google ne tient pas compte. Si vous mettez le, ça ne sert à rien. D'accord? Donc un déterminant, ça ne sert à rien, sauf si c'est une expression. Par exemple, vous voulez rechercher un poème. Qui a écrit le poème, la phrase là que vous avez en tête? Vous mettez entre guillemets, et ça vous permettra de directement tomber dessus. Okay? Sinon, de nouveau, Google va regarder des choses qui parlent de tout ça, mais dans le désordre. Okay? Il y a une question de parents? Vous voulez partager? D'accord? Mais donc rappelez-vous que, et pareil pour les majuscules, Google ne regarde pas les majuscules, ou ne regarde pas les accents, etc. Sauf si c'est entre guillemets. Entre guillemets, ça lui force à vraiment prendre le truc tel quel et à rechercher ça. L'exemple vitamine C, d'accord? Si vous mettez vitamine C, alors de nouveau Google est quand même de plus en plus intelligent, etc. Et donc vitamine C, je pense qu'il va quand même dans un premier temps essayer de regarder les documents dans lesquels les deux sont. Mais en théorie, vous pourriez avoir des documents qui parlent de vitamine et où il y a un C dans le document. D'accord? Ça veut dire que ça veut beaucoup de documents. Donc pas forcément coller côte à côte. Donc ça vaut la peine de mettre vitamine C entre guillemets dans ce cas-là. D'accord? Donc je vous ai parlé des guillemets, je vous ai parlé. Alors, l'étoile, c'est aussi l'astérisque là, c'est aussi un joker, mais qui remplace un mot entier. Donc par exemple, vous pouvez demander, vous connaissez un proverbe, mais vous ne savez plus comment il se termine, d'accord? Qui mange un œuf mange un. Mettez astérisque, vous pouvez essayer, vous allez voir, il va vous sortir un œuf. Si vous ne mettez pas l'astérisque, ça va être plus compliqué. Alors les numériques, ça peut être intéressant parfois quand vous, par exemple, recherchez directement une époque, d'accord? Réchauffement climatique, 1950-1955. Vous pouvez directement le taper dans Google comme ça, en utilisant les deux points. L'alternative, c'est, je vous le rappelle, c'est aussi une très bonne méthode, c'est d'utiliser l'outil de recherche avancée de Google. Okay? Ça, vous en a parlé au TP, quoi? Recherche avancée? Oui. Donc ça c'est vraiment utile. Donc recherche avancée, c'est un onglet en dessous, à gauche, à droite, je ne sais plus, enfin, ça dépend, mais donc vous cliquez là-dessus, et pareil, vous avez une boîte où vous devez mettre les mots-clés, mais par contre, vous pouvez spécifier plein de choses très intéressantes. Dans quelle langue ça doit être recherché? Dans quel pays ça doit être recherché? Dans quelle zone, dans quelle chronologie? Quelle année? Etc. Donc vous pouvez être beaucoup plus précis, beaucoup plus. Donc vous pouvez le faire directement si vous connaissez ces techniques-là, mais sinon vous pouvez aussi passer par la recherche avancée. Et alors la dernière chose très importante, c'est les parenthèses.
Alors, les parenthèses, je l'utilise très souvent, c'est vraiment super puissant. Parenthèse, ça permet de grouper des termes. Par exemple, vous pouvez faire, si vous voulez, pollution de l'air et pollution de la mer. Hein. Si vous tapez pollution air-mer, qu'est-ce que vous allez obtenir? Donc vous n'allez typiquement pas du tout obtenir ce que vous voulez. Non? Parce que pollution air-mer, ça va vous retourner l'intersection des trois. Donc vous allez obtenir uniquement des documents qui vous parlent des trois choses en même temps. Alors il y en a des documents qui valent les trois choses, d'accord? Mais si vous voulez des documents, si ce que vous vouliez c'était des documents qui parlent soit de pollution de la mer, soit de pollution de l'air, soit vous faites deux recherches séparées, d'abord pollution de l'air, vous regardez tout ce que c'est pollution de l'air. Et si vous voulez faire une recherche unique, eh bien c'est un indicateur d'union dans ce cas-là dont vous en avez besoin. Et donc vous pouvez faire, alors soit vous faites pollution mer, entre parenthèses, hors pollution air, entre parenthèses. Pourquoi les parenthèses sont importantes? C'est parce que l'union elle est bien entre ces deux concepts, ces deux groupes de concepts. D'accord? Il y a des gens qui ne suivent pas là, l'impression. Ça c'est important et c'est facile. Donc, soit vous faites ça, soit vous mettez pollution et puis entre parenthèses, mer ou air. Donc vous avez l'intersection de mer ou air qui doit être combinée à pollution. Mais vous voyez la force des parenthèses, parce que si vous ne mettiez pas les parenthèses, vous auriez beaucoup moins d'informations dans ce cas-là. Okay? Donc dès que vous voulez imposer à Google que par exemple l'opérateur d'union ou d'exclusion concerne un groupe de mots, eh bien vous devez utiliser les parenthèses. Alors, donc, ça je. Alors. Je vous mentionne juste que le fait que, bon, il y a certaines informations qui pourraient ne pas être disponibles sur Internet, hein, malgré le fait qu'il y ait beaucoup de choses. Donc, parfois, c'est possible. Mais, en général, en faisant des bonnes recherches, il y a moyen d'arriver à trouver des résultats qui nous intéressent. Vous donnez toute une série d'exemples pour que vous exerciez. Ok. Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut essayer si on a trop d'informations? Okay. Si Google nous donne trop d'informations, eh bien, on va essayer d'être plus précis dans notre requête. Donc, soit, comme on a dit, on ajoute un terme pour réduire l'intersection. Ok? Une petite intersection, si on rajoute un terme. Soit, on utilise un terme qui est plus précis. D'accord? Au lieu d'allergie, on va utiliser le terme scientifique, d'accord, qui concerne l'allergie qui nous intéresse. Pareil pour les phobies ou peu importe, d'accord, on utilise un terme plus précis, plus spécifique, qui permettra de réduire le nombre d'informations. On peut parfois faire un truc intéressant qui est de demander, alors, quand il y a un site intéressant, par exemple le site du journal Le Monde ou d'un journal quelconque ou un site de la Banque mondiale, j'en sais rien, d'accord, une institution que vous avez repérée, des Nations Unies qui vous intéresse. Alors, il y a certains sites qui ont leur propre moteur de recherche. Hein, vous savez, ça sur des sites, parfois, vous avez une loupe qui est là au-dessus, vous pouvez faire de la recherche. D'ailleurs, parfois, c'est de la recherche qui est powered par Google, d'accord? Mais parfois, parfois ils n'ont pas de moteur de recherche dans le site, et parfois la moteur de recherche n'est pas très performant, d'accord? Quand c'est pas, il faut avouer que sinon Google est performant, okay? Souvent plus que d'autres. Et donc vous pouvez demander à Google de rechercher dans un site particulier, okay? Donc vous pouvez lui dire, vous commencez vraiment votre barre de recherche, là vous écrivez site, adresse du site, enfin vous mettez votre adresse du site, d'accord? .bank.org.
et plus vous tapez vos mots-clés. Et donc il va rechercher tous les documents qui parlent de ces deux mots, mais que dans ce site-là. Évidemment, vous voyez bien que ça va réduire le... Voilà, vous allez uniquement regarder dans ce site-là que vous connaissez être pertinent, vous savez être pertinent. Donc c'est une manière de parfois trouver des informations rapidement dans un site où il y a des milliards de trucs. Ça peut être intéressant. Idem, vous pouvez parfois demander un type de fichier particulier. Alors ça, vous pouvez aussi le faire via la recherche avancée, d'ailleurs. Le signe moins collé au mot, ça je vous l'ai dit. Y compris pour enlever un site web. Si par exemple, à l'inverse de ce site, il y a un site où vous avez remarqué que en fait, c'est toujours des informations, c'est très mal écrit, ou c'est trop compliqué, c'est trop technique, mais donc ça vous intéresse pas, vous pouvez retirer ce site, ok, via un mot. Bon, les réseaux sociaux, c'est pas une très bonne idée. Vous pouvez, donc les titres de la recherche, ça, je vous ai déjà dit. Si maintenant, le problème inverse, vous n'avez pas assez d'informations, pas assez d'informations pertinentes en tout cas, première chose à faire, attention à l'orthographe. Hein. Donc Google, effectivement, parfois corrige, mais il ne corrige pas tout. Et surtout quand l'orthographe, effectivement, change le sens. Donc vraiment, vérifier que, en gros, si vous avez 0 résultat ou 5 résultats, c'est quand même pas un bon signe. Ça veut dire probablement qu'il y a un problème ensuite, vous pouvez essayer à l'inverse de ce que vous disais précédemment, mais vous pouvez essayer d'élargir le thème. Peut-être que vous avez cherché avec quelque chose de trop précis, vous avez demandé une trop petite intersection, donc vous enlevez un thème, ou vous réexprimez la même idée avec quelque chose de plus générique. Pensez à utiliser l'expression, le signe, l'expression OR, d'accord, donc l'indicateur de union, pour élargir la recherche. Par exemple, typiquement, quand il y a plusieurs termes synonymes pour un même concept, un même mot, eh bien, vous pourriez, par exemple, faire, si vous voulez des informations sur l'immigration au Royaume-Uni, okay, eh bien, vous pourriez, mais vous savez qu'il y a plusieurs manières d'écrire au Royaume-Uni, donc vous pourriez faire UK or, alors barre verticale ou or, c'est la même chose, okay? Or United Kingdom, or Britain, et puis intersection avec l'immigration. Okay? Vous voyez l'usage des indicateurs d'union, d'intersection et des parenthèses, comme ça peut vous éviter de passer à côté de certains articles. Alors vous allez me dire, évidemment, on pourrait aussi faire d'abord UK Immigration et puis Britain Immigration. Oui, d'accord. Sauf que là, vous êtes sûr de ne pas passer à côté. D'accord? Parce qu'une fois que vous avez fait UK Immigration, vous allez déjà passer 1 heure à tout lire. Okay? Et puis après, vous n'aurez plus le courage d'aller faire le reste. Donc là, ça vaut pas la peine d'utiliser ces outils-là quand c'est important. Quand on pense qu'on pourrait passer à côté de certaines choses. Et idem, vous pourriez faire réchauffement, hors dérèglement, hors tous les synonymes autour du dérèglement climatique. Ça, je vous l'ai dit. Ok. D'accord. Alors, chose importante, évaluation de la qualité de la pertinence des sources. Donc, une fois que vous avez fait une bonne recherche sur Google, vous avez cette page de résultats. C'est ultra important que vous, surtout dans le cadre de ce travail-ci, où on vous demande vraiment de vous présenter les documents que vous avez utilisés, de justifier leur fiabilité, pourquoi vous les avez utilisés, etc. Donc, il faut absolument sélectionner les plus pertinents. Alors, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme critère de fiabilité? Évidemment, il y a l'auteur ou l'éditeur de la ressource. Donc, est-ce que la personne qui a écrit est clairement identifiée ou non? Si elle n'est pas clairement identifiée, c'est déjà un très mauvais signe. Okay? Si elle est identifiée, eh bien, on vérifie qui c'est. Est-ce que c'est un journaliste scientifique bien connu sur ce truc-là? Est-ce que c'est un scientifique qui a travaillé sur ce thème-là? Est-ce que c'est... etc. Okay? Donc, vérifier que l'auteur soit bien mentionné et puis vérifier si l'auteur est
compétent à écrire ce qu'il écrit. Et déjà, vous verrez que vous enverrez pas mal de trucs. Okay. Ensuite, la date de publication du document. Donc, typiquement, s'il n'y a pas de date mentionnée, c'est aussi relativement mauvais signe, puisque ça ne vous permet pas de savoir si l'information est à jour, pas à jour, depuis quand ça a été écrit. Donc, en général, vérifiez la date de publication et vérifiez que cette date est suffisamment récente, si en tout cas vous avez besoin d'informations à jour. Alors, ça vaut aussi la peine de vérifier quel est le domaine de la source, c'est-à-dire l'adresse, si c'est .com, si c'est .org, si c'est .fr, si c'est .gouv, pas les mêmes sources, d'accord? Et c'est pas les mêmes motivations, une motivation commerciale ou un site WordPress ou que sais-je, ça c'est évidemment ça ne donne pas les mêmes garanties qu'un site officiel. Quelle est la notoriété, la popularité du site et contenu d'information, ça c'est vraiment important aussi, j'insiste. Si c'est quelque chose de mal écrit, de mal structuré, vous ne comprenez pas c'est compliqué à lire, il y a des fautes d'orthographe, mais vous laissez tomber. C'est vraiment une preuve et c'est aussi pour ça que moi, je vous encourage vraiment à faire attention à la structure quand vous écrivez quelque chose, et y compris à la grammaire, à l'orthographe, parce que c'est vraiment un signe de personnes qui ont fait des choses à la va-vite ou qui ont vraiment fait quelque chose de bien. Okay? Et en tout cas, des sources qui se prétendent scientifiques ou qui se prétendent des sources d'autorité, si c'est très mal écrit, c'est globalement un très mauvais signe. Plus l'argumentation, donc est-ce que on nous présente, vous vous rappelez la différence entre une opinion entre un jugement et un fait, okay? Donc si on nous présente effectivement des opinions sans justifier tout ça bien, sans nous dire tout ça bien, sans citer les sources, etc., jeter à la poubelle ce site, c'est probablement pas une bonne chose du tout. Donc, sur la page de résultats de Google ou d'un autre moteur de recherche, je vous conseille, avant de perdre plein de temps d'approfondir à fond les premières sources, de juste faire un screen rapide, pour regarder au moins jusqu'au bout de la première page de résultats, tout ce qui potentiellement semble intéressant. Okay? Donc, sans cliquer directement sur la première, donc analyser les 10 ou 20 premiers résultats pour constater à première vue, voilà, c'est quoi le nom du site, c'est quoi la source. Souvent il y a un petit résumé, voilà, ça vous donne pas déjà un intérêt potentiel. Comme ça vous aurez déjà une idée de si vous devez passer beaucoup de temps sur la première source parce que c'est la seule qui semble intéressante, ou si vous devez au contraire vous ménager suffisamment de temps pour regarder tous ces résultats. Ça peut être en regardant le titre, en regardant un premier paragraphe introductif, faire une recherche dans la page, le contrôle F, c'est très très utile. D'accord? Regardez dans la page s'il mentionne au moins une fois le rapport du GIEC. Si le gars me parle du changement climatique sans parler du GIEC, c'est une mauvaise idée. D'accord? Vous faites une recherche très rapidement pour vite écarter les ressources qui ne sont pas intéressantes et vous concentrer sur les ressources qui sont au contraire intéressantes. Ok? Et dans une deuxième étape, et je m'arrêterai là-dessus, on va évaluer la qualité de l'information, d'accord? Et j'insiste sur le fait que ça c'est vraiment il n'y a que vous qui pouvez le faire, il n'y a que votre scientifique qui peut le faire. Je vous rappelle que Google, pour tout intelligent qu'il soit, on dit que c'est intelligent, mais c'est une machine qui n'a pas de cerveau. C'est de l'intelligence artificielle, et donc Google ne comprend pas le sens des mots. Okay? Elle fonctionne avec des algorithmes qui regardent uniquement les lettres des signes. Et donc le sens, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Et donc il faut à tout prix vérifier si la source semble effectivement fiable, d'accord? Et pour ce donc après le point, c'est dans votre travail.
Ok, ben envoyez-nous sur le. Alors, on va